Après plusieurs hésitations, le mouvement de libération du Congo et le groupe alternatif Vital Kamerhe ont signé hier samedi le code de bonne conduite de la CENI. Pour le MLC, c'est la secrétaire générale du parti, Eve Bazaïba, qui a posé sa signature sur ce document au cours d'une cérémonie à la maison des élections à Kinshasa. Et puis célébration ce 3 mai de la journée mondiale de la liberté de la presse. Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'ère du numérique, c'est le thème retenu pour cette année. Pour en parler, Thierry Moukeleke sera notre invité. Il est journaliste indépendant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal Processus électoral en RDC. Le mouvement de libération du Congo a signé hier samedi le code de bonne conduite de la CENI et c'est la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba, qui a posé sa signature sur ce document au cours d'une cérémonie à la maison des élections ici à Kinshasa. Le même samedi, deux autres regroupements politiques de l'opposition ont également signé ce code de bonne conduite. Il s'agit notamment de l'alternative Vital Kamerhe et du Parti socialiste africain. À la CENI, jusqu'ici tout se passe comme prévu et les choses ne font que se préciser davantage. En plus de l'UDPS, parti cher à Étienne Tshisekedi, le MSC de Jean-Pierre Bemba vient également confirmer son consentement pour les échéances électorales prochaines en République démocratique du Congo. Et puisque tout se prépare en amont, la secrétaire générale de ce parti, Eve Bazaïba, est passée samedi 2 mai à l'acte en signant le code de bonne conduite et le protocole d'accord de la mise en place du comité de liaison entre les partis politiques et la CENI. La cérémonie a eu lieu au siège de la centrale électorale à Kinshasa. Pour la secrétaire générale du MLC, le comité de liaison permet aussi aux partis politiques d'être informés sur tout le processus électoral. C'est un signe d'engagement du mouvement de libération du Congo à contribuer à l'organisation des élections crédibles et apaisées en RDC. Parce qu'il y a d'abord le code de bonne conduite pour montrer comment est-ce que nous devons avoir les élections apaisées. Pendant la campagne électorale, c'est souvent le moment crucial où nous devons faire la différence entre les différents et les personnes. Le même samedi, deux autres regroupements politiques de l'opposition avaient signé ce code de bonne conduite. Il s'agit notamment de l'alternance de Vital Kamerhe et le Parti socialiste africain. En ce jour, plus de 350 partis et regroupements politiques ont déjà signé le code de bonne conduite sur les 447 enregistrés au ministère de l'Intérieur en RDC. Ils étaient près de 300 participants aux assises sur les états généraux de la justice, travaux qui se sont clôturés hier samedi au Grand Hôtel Kinshasa. Et à l'issue de ces assises, les participants ont notamment recommandé de lutter contre toutes les formes d'impunité en République démocratique du Congo et que la justice soit accessible à tous. La cérémonie a été présidée par le président de l'Assemblée nationale qui représentait le chef de l'État, Joseph Kabila. Crispin Chibasso. L'accès à la justice demeure un impératif majeur afin que chaque citoyen, où qu'il soit, accède à son juge naturel pour faire valoir ses prétentions. Ouvert le lundi dernier par le chef de l'État, Joseph Kabila à Kabangé, les assises des États généraux de la justice ont pris fin ce samedi au Grand Hôtel Kinshasa. Après 5 jours de travaux intenses, les participants ont posé les diagnostics qui s'imposent pour l'amélioration de l'administration de la justice. Un document de 150 pages reprenant les recommandations, fruit des réflexions des participants, a été produit. Le gouvernement, les autorités judiciaires disposent désormais d'un outil de travail, leur servant de boussole pour les changements dans les domaines de la justice. Nous sommes convaincus que la République démocratique du Congo est sans nul doute sur la bonne voie pour une réforme judiciaire complexe en général et pour la lutte contre l'impunité. Les recommandations ne devront pas rester lettre morte.
Croyez-moi qu'il y a la volonté, au niveau de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai reçu mission de faire appliquer la politique, disons, qui est la sienne dans ce domaine, tant que je vais m'y employer. Le Conseil supérieur de la magistrature a expliqué très clairement qu'il est dans cette voie de réformer. Donc nous allons travailler en synergie et faire avancer les choses. C'est depuis plus de 20 ans que les derniers états généraux ont eu lieu. Il fallait bien que la maison de justice aille aussi, si vous voulez, en conférence, c'est ça les états généraux, pour faire la situation au sein de cette maison. La justice élève une nation et les autorités congolaises sont déterminées à pouvoir mettre en place les cadres normatifs nécessaires pour l'amélioration de la justice en République démocratique du Congo. Et puis le conclave sur le Grand Kasaï s'est aussi clôturé hier samedi à Kinshasa. Durant 2 jours, les membres de cet ASBL se sont focalisés sur les enjeux électoraux, la décentralisation, le découpage territorial et bien d'autres sujets encore sous le thème central, l'unité et diversité culturelle et politique. Ce conclave de Kinshasa qui a réuni une centaine de membres et invités venus de tous les coins du pays entend également préserver l'identité culturelle de l'espace Kasaï, même après le découpage territorial. Nous sommes le 3 mai et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'ère du numérique. C'est le thème retenu pour cette année. Cette journée, célébrée depuis 1993, permet d'informer les citoyens sur les atteintes portées à la liberté de la presse. Elle sert aussi de rappel au gouvernement sur la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. C'est également une journée du souvenir pour les journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Et pour parler de tout cela, nous recevons sur ce plateau Thierry Moukelekele. Il est journaliste indépendant. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Télé 50 et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Alors, quel regard critique faites-vous de l'évolution de la presse en RDC au lendemain de la démocratisation? A-t-on évolué ou sommes-nous encore en train de stagner? Bien, c'est mitigé. Il y a eu des avancées, certes, et dans ces avancées-là, il y a ce qui nous revient, c'est-à-dire nous en tant que hommes des médias, il y a beaucoup à faire. Ce qui nous intéresserait aussi, c'est d'avoir des états généraux, des hommes des médias, pour qu'on discute de ce qui nous concerne. Ce qui s'est passé avec, dernièrement là, avec les autres amis au niveau international, principalement africain, c'est une bonne chose. Mais il faut des états généraux pour le journalisme en République démocratique du Congo. Comme ça, nous pénétrons et nous décortiquons. Ce qui nous rassure, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir commence à se rendre compte. Le pouvoir, je veux dire, le pouvoir contrôleur, l'opposition, et le pouvoir gestionnaire, le pouvoir en place. C'est-à-dire, tout le monde commence à se rendre compte de l'utilité de la communication. Mais ils ne se rendent pas compte de l'utilité de l'instrument de la communication, c'est-à-dire nous journalistes. Nous sommes toujours sujets de placer au second plan. Quand il y a par exemple coup d'État, c'est nous journalistes qui publions. Quand on doit freiner ce coup d'État, c'est toujours par nos journalistes. Mais le comportement que le pouvoir ou même l'opposition utilise laisse à désirer. Mais la cartographie de la presse africaine prouve à ce jour que la RDC est plutôt bon élève en matière de liberté de la presse par rapport à bon nombre des pays africains. Oui, parce que nous avons gagné 8 places sur l'échiquier international, sur les 180 pays. Ça dit que nous étions vers les 169e. Aujourd'hui, nous sommes presque 155e. Ça, ce sont les relevés de 2014. Donc, nous y allons bien. Mais là où nous, Congolais, nous n'avons pas bien joué... Et vous, en tant que journaliste indépendant, vous faites ce même constat sur terrain? C'est là où j'en arrivais déjà. Nous n'avons pas bien joué le rôle. Ça, ce n'est pas pour flatter votre DG. À l'avènement de Télé 50,
C'est comme ça que le journaliste a commencé à changer le goût même de l'information. Parce que chez vous, on peut vous accuser d'être un média pro-gouvernemental, mais tous ceux-là qui défilent, que ce soit dans les présentations du corps de journal, que ce soit dans les magazines et tout, nous sentons une certaine impartialité et une certaine pertinence dans votre manière de travailler. Et ça, Télé 50 a pratiquement remorqué toutes les presses. Actuellement, à Kinshasa, il n'y a plus tellement de presse dites de l'opposition. Il y a des presses qui appartiennent à des gens de l'opposition, mais où on commence à traiter des questions, même du gouvernement, où on place certaines réalisations du gouvernement. Ça dit qu'il y a une certaine définition de la justesse. Ça dit quand il y a une route, il y a une route. Là, c'est Télé 50, ça c'est pas pour flatter. C'est Télé 50 qui a donné ce goût-là. Parce que Télé 50 critique même, ou laisse critiquer certains membres du gouvernement, surtout avec Club 50. Il y a des émissions où on sent qu'on frappe des tous bords. Alors, José Mukelekele, nous allons évoluer. Le thème de cette année dit bien de laisser le journalisme prospérer, mais quelle est la part du journalisme lui-même pour faire prospérer son métier? Bien, nous devons tirer attention. Parce que si nous quittons la déontologie du journaliste, c'est ce qui nous coûte cher. Moi, quoi que je fasse le journalisme en indépendance, mais je me suis plus spécialisé en investigation. Et je fais les investigations sécuritaires. Ce sont des domaines très sensibles. Mais si vous ne gérez pas bien l'information et vous laissez aller à ce que la communauté internationale a créé un peu dans le mouvement médiatique en République démocratique du Congo et surtout en Afrique. Parce que là où je veux attirer l'attention des collègues journalistes, les États-Unis principalement n'ont plus de gros budgets pour leur service de renseignement. Alors ils ont changé de stratégie. Ils utilisent des gens localement en détournant leur attention, en commençant par les désinformer, en leur donnant des moyens. Et nous sommes victimes de ça parce que le pouvoir, le gouvernement ne nous assiste pas. Et nous n'arrivons pas à nous assumer. Et nous nous retrouvons des journalistes assujettis. En tant que journaliste, s'il vous est demandé de formuler des recommandations au gouvernement pour l'amélioration de la situation du journaliste en RDC, que diriez-vous? Bien, qu'il finance d'abord les états généraux du journalisme. Et sur base de ça, on va leur dire quels sont les mots qui rongent le journalisme. Dernièrement, j'ai suivi sur Télé 50 toujours, Daniel Safou a attaqué le DG qui est président de l'UNC, c'est ça? Ouais, l'UNPC, oui, excusez-moi. Il a attaqué sur un certain nombre de choses. Mais cet aspect de choses nous demande à ce que nous puissions nous réunir pour que lui, en tant que président, comprenne ce qui se passe chez nous. Et là, ça donne maintenant un goût et un élan aux journalistes, et même les moutons noirs vont disparaître, surtout avec l'installation du nouveau système avec la numérisation. Voilà, merci Thierry Mukelekele. Je rappelle, vous êtes journaliste indépendant et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie Télé 50. Le site de la Fauna, on en parle encore dans ce journal et après l'annonce des débuts de construction d'une basilique par l'archidiocèse de Kinshasa dans l'espace situé au croisement des boulevards Sendoué et de l'ex-avenue Bokassa dans la commune de Kalamou, le parti Ekamouina et consorts bénéficiaires des jugements sur cette concession ont sollicité un droit de réponse conformément à la loi après la diffusion de cette annonce de l'archidiocèse de Kinshasa faite sur les antennes de Radio Télé 50. Suivez. Nous sommes venus pour apporter notre réponse qui, en d'autres termes, c'est un démenti à ce que nous considérons comme un mensonge monté de toutes pièces de la part de l'archidiocèse de Kinshasa. Pour accéder à une portion de terre, il faut que l'État vous le donne par ce service spécialisé, c'est-à-dire les affaires foncières. Et lorsque cette terre-là, une fois vous octroyez et ça pose un problème,
pour vous départager, il faut recourir toujours à l'État. Cette fois-là, ce n'est pas les affaires foncières. Et il sera aussi appelé pour consultation, mais c'est le ministère de la Justice par ses services appropriés, les cours et tribunaux. Voilà ce qui renforce notre force. Il y a eu un problème. Ce terrain-là, il y a l'acte de la CNS. Ça dit que ce terrain appartient à l'État congolais, au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et c'est signé par son président, c'est-à-dire le président de la conférence nationale souveraine, Monseigneur Laurent Moussengo Passigna. À son temps, à l'époque coloniale, l'espace querellé aujourd'hui était de 17 hectares. Mais quand vous y arrivez aujourd'hui, nous sommes en train de nous quereller inutilement sur 7 hectares. Pourquoi? Il y a la fondation Maman Mobutu qui occupe ce site-là depuis 1966. Et à cette époque-là, c'est le fait cardinal Maloula Albert P. à son âme qui était le président du conseil d'administration de la fondation Mobutu. Si ce terrain-là appartenait à l'église catholique, pourquoi on devait encore le demander aux citoyens Mobutu? Et en dehors de nos frontières, 3427 migrants ont été secourus rien que pour la journée de samedi en mer de Méditerranée. Après une série de naufrages meurtriers durant le mois d'avril et sans constituer un record, ce bilan est l'un des plus élevés de ces dernières années pour une seule journée. Les opérations de sauvetage se sont principalement déroulées au large des côtes libyennes. En Italie, les gardes-côtes ont annoncé avoir coordonné depuis leur quartier général à Rome le secours de 16 embarcations dans la seule journée de samedi. En plus des patrouilleurs français, les opérations ont mobilisé 4 navires de garde-côtes italiens, 2 navires de la marine italienne, 2 cargos, 2 navires de la police douanière italienne et 2 remorqueurs. Une partie des migrants secourus sont attendus dans la nuit sur l'île italienne de Lampedusa, la plus proche des côtes africaines, tandis que la plupart des autres devraient arriver dimanche soir en Sicile ou dans les suds de l'Italie. Plusieurs centaines de migrants essentiellement africains, mais aussi pour beaucoup syriens, débarquent ainsi chaque jour sur les côtes italiennes après avoir été secourus par la marine ou les gardes-côtes italiens. À la suite d'une série de naufrages ayant fait plus de 1200 morts en avril, les dirigeants européens réunis en sommet extraordinaire le 23 avril dernier avaient décidé de renforcer la présence de l'Union européenne en mer. Ils ont également triplé le budget de l'opération Triton qui était jusqu'alors de 3 millions d'euros par mois. L'Union européenne cherche aussi à obtenir l'aval des Nations Unies pour combattre les passeurs qui prospèrent sur fond de chaos en Libye. Une éventuelle intervention compliquée par la situation dans ce pays où 2 gouverneurs et parlements se disputent le pouvoir. Les organisations humanitaires plaident de leur côté pour un meilleur accueil des réfugiés fuyant les pays en guerre. Elles soulignent que si la communauté internationale parvenait à fermer la route libyenne, ce qui est loin d'être acquis, une autre route s'ouvrira ailleurs. Et puis au Népal, le bilan du séisme d'il y a une semaine dépasse désormais les 7000 morts. On parle précisément de 7040 morts et plus de 14 000 blessés. Mais ces chiffres devraient encore augmenter car plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Et selon les chiffres des Nations Unies, 8 des 28 millions de Népalais sont touchés à des degrés divers par ce tremblement de terre. Et au moins 2 millions d'entre eux ont besoin de tentes, d'eau potable, des vivres et des médicaments pour les 3 mois à venir. Et en sport, Coupe africaine interclub, après l'élimination vendredi du Football Club MK, 3 autres équipes de la RDC sont concernées ce week-end par les matchs retour de la 8e de finale. Il s'agit de l'SV Club en Coupe de la Confédération qui aura besoin de 2 buts pour se qualifier ce dimanche au stade Tata Raphaël face à Royal Léopard du Swaziland qui l'avait battu 1-0 à l'aller et en Ligue de Champions. Pendant ce temps, le tout-puissant Mazembe et Sanga Balende doivent mouiller le maillot respectivement devant Stade Malien et Al Hilal du Soudan. Doumbala revient sur les chances de chacune des équipes de la RDC. Attention! Ce sera un dimanche décisif pour l'association sportive club qui se voit dans l'obligation de refaire son retard d'un but concédé à l'aller avant de chercher la balle de qualification. Chose qui ne s'annonce pas facile, mais pas non plus compliquée vu la forme actuelle de la ligne offensive qui regorge les Banavea.
Les séances de ces derniers jours chez les Moscovites ont tourné autour de l'endurance et du réalisme devant les buts. Les joueurs eux-mêmes se disent confiants et prêts pour la bataille. Et en Ligue des champions de la CAF, il suffira d'un match nul pour que le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi valide également son ticket pour les quarts de finale et donc la phase des groupes. À Kamalondo, le stade malien doit s'attendre à une partie très difficile, d'autant plus que tout un stade sera acquis à la cause des Corbeaux de Lubumbashi. Et après leur succès à Kinshasa, les Soudanais d'Al Hilal Omdurman se placent sur un fauteuil plus que confortable. Mais attention, Sanga Balende sait bien voyager et se comporte bien à l'extérieur. Les anges et saints des Mbujimayi savent en tout cas se déployer à l'extérieur. Mais tout dépendra de la détermination des hommes de Santos Mutubile pour aller créer l'exploit au Soudan. Et on va parler boxe. L'Américain Floyd Mayweather a remporté ce qu'on a appelé le combat du siècle face au Philippin Manny Pacquiao ce dimanche à Las Vegas aux États-Unis. Invaincu jusque-là, 48 victoires pour 48 combats. Floyd Mayweather réunit ainsi les ceintures des champions du monde des welter délivrées par la WBA, la WBC et la WBO, 3 des 4 grandes fédérations internationales de boxe. Le combat du siècle entre un Mayweather tout en maîtrise et un Pacquiao pas assez agressif n'aura même pas été le combat de l'année, et ce malgré l'hypermédiatisation de l'événement et les près de 150 millions de dollars promis à l'Américain et la centaine de millions à son adversaire du jamais vu dans l'histoire du sport mais aussi de la boxe. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour la revue de presse.